Bonjour, nous sommes Lou et Tom, nous sommes étudiants en première année de CPES en modélisation et numérique de sciences de la vie. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'interviewer Sepideh Meraimi qui va se présenter brièvement. Bonjour, merci pour cette invitation, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors je suis Sepideh Meraimi, je suis chercheur CNRS à l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, qui est l'Institut de mathématiques de Montpellier. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous parler un peu de votre parcours académique et professionnel en tant que mathématicienne spécialisée dans la modélisation mathématique pour la biologie? Oui, alors moi je suis d'origine iranienne, donc j'ai passé les 20 premières années de ma vie en Iran. Mon intérêt pour les mathématiques a commencé très tôt, donc dès que j'étais au collège et lycée. Quand j'étais au lycée, j'ai participé aux Olympiades de mathématiques. J'ai été sélectionnée pour aller participer aux Olympiades internationales de mathématiques, donc ça a commencé très tôt. J'ai fait 2 ans à la fac en Iran, à l'université de Sharif à Téhéran, en mathématiques, donc c'était en licence de mathématiques. Et ensuite, je suis venue en France pour intégrer l'école polytechnique. Donc j'ai suivi le cursus de l'école polytechnique et à la suite de ça, j'ai fait un master 2 en mathématiques appliquées, équations, dérivées partielles et analyse numérique. Pendant ce master, j'ai suivi un cours qui était sur les applications des équations dérivées partielles en biologie. Et ce cours m'a particulièrement plu et à ce moment-là, j'ai demandé au professeur de ce cours pour savoir s'il avait des sujets à proposer pour me prendre en thèse et il était d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé des études en modélisation pour la biologie. Donc j'ai fait ensuite une thèse à l'université Paris 6, puis un postdoctorat toujours encore en retour à l'école polytechnique. Et ensuite, j'ai été recrutée en tant que chargée de recherche au CNRS à Toulouse. Donc, j'étais à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et puis, depuis 3 ans, je suis à Montpellier en tant que directrice de recherche CNRS. Et y avait-il déjà des formations faisant le lien entre la biologie et les mathématiques? Alors oui, il y en avait. En fait, en même temps que j'ai fait mon master en mathématiques appliquées sur les équations dérivées partielles, il y avait aussi un master qui était en fait où il y avait des cours en commun avec notre parcours, qui était sur la modélisation en biologie. Et sauf que moi, en fait, j'étais pas du tout au courant de l'existence de ce master quand j'ai choisi mon parcours. Et par ailleurs, en fait, avant de suivre ce cours en M2, je savais pas du tout que les mathématiques pouvaient avoir des applications en biologie. Donc je savais que je voulais faire plutôt mathématiques appliquées. J'avais suivi des cours en physique, mécanique, en pensant que des applications seront naturellement dans ces domaines-là. Et c'était vraiment une surprise pour moi quand j'ai vu que les mathématiques pouvaient aussi avoir des applications en biologie. Et maintenant, il y a encore plus de parcours dans ce sens. Donc, il y a plusieurs masters en particulier à Paris, mais aussi en quelques villes de province, où c'est justement sur les applications des mathématiques en biologie. C'est sûr que ça se développe beaucoup. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez senti qu'il y avait un manque de pluridisciplinarité et de lien entre les mathématiques et les biologistes? Genre un manque de communication? Alors, ça dépend. En fait, est-ce que je peux dire, c'est que il y a encore il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Il y a déjà pas mal d'interactions et depuis le moment où j'ai commencé ma thèse par rapport à maintenant, il y a eu déjà beaucoup de progrès et je sens vraiment une proximité de plus entre les mathématiciens, au moins entre les mathématiciens de la France et les biologistes. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font et ça va dans le bon sens. Donc, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Du
coup, moi j'ai remarqué que beaucoup de chercheurs avaient parfois un peu de la peine à niveau communication et le dialogue était compliqué entre des mathématiciens qui ne comprenaient pas forcément certains enjeux en biologie et l'inverse également. Oui, effectivement. Donc, ces formations-là aident en général beaucoup pour faciliter les communications entre les mathématiciens et les biologistes. Et par ailleurs, c'est toujours plus facile, enfin pour moi mathématicien, de discuter avec des biologistes qui ont un minimum de formation en mathématiques. Et donc, pour en revenir à votre domaine, qui est donc les mathématiques, comment décrirez-vous votre approche de la modélisation mathématique dans le contexte de la biologie, de l'évolution et de l'écologie, en nous disant par exemple quel type de modèle vous utilisez généralement? Alors, les modèles mathématiques que je conçois et que j'étudie, en général, sont la plupart du temps basés sur des équations dérivées partielles. Mais j'utilise aussi parfois des outils probabilistes et je fais le lien avec, par exemple, les processus stochastiques et j'utilise aussi parfois des équations différentielles ordinaires. Mon approche est plutôt théorique, donc j'essaie de comprendre, d'étudier théoriquement ces modèles mathématiques pour comprendre le comportement qualitatif de leurs solutions, pour pouvoir comprendre par exemple l'effet, l'impact de chaque composante de mon modèle sur un certain phénomène. Mais je complète ça par des explorations numériques, d'une part pour savoir par des simulations numériques de ces modèles pour comprendre par exemple à quel type de comportement je m'attends et aussi pour illustrer mes résultats. Et quelles sont les principales questions ou problématiques que vous explorez actuellement dans vos recherches en dehors de l'épidémiologie évolutive? Alors, de point de vue général, je m'intéresse à la modélisation des phénomènes issus de l'écologie évolutive. Donc, je cherche à décrire les dynamiques, à la fois les dynamiques démographiques, mais aussi génétiques et phénotypiques des populations au cours du temps. Et ça en prenant en compte les différentes forces de l'évolution, par exemple la reproduction, qui peut être asexuée ou sexuée, et où ça contient l'hérédité des caractères biologiques d'un individu. Et il y a par exemple les mutations qui créent de la variabilité parmi les gènes ou les traits présents dans la population. La sélection naturelle, le fait que les différents individus les différents traits les individus avec des différents traits peuvent avoir des différentes capacités à utiliser les ressources, à reproduire ou à survivre. Et puis le fait qu'il y a des ressources limitées. Donc on prend en compte ce type de phénomène et on essaie de comprendre comment les caractéristiques biologiques d'une population, d'une espèce, va évoluer au cours du temps. Par exemple, quand une espèce est sujette à un changement d'environnement. Donc, c'est plutôt à ce type de questions, de manière générale, qu'on essaie de répondre. Pour faire ça, j'essaie d'écrire un modèle mathématique qui décrit ces phénomènes-là. J'étudie cette question pour comprendre et j'essaie de décrire les solutions de ces équations pour pouvoir ensuite répondre à des questions biologiques qu'on peut avoir sur la dynamique des populations. Et pour revenir à votre étude des populations, est-ce que vous étudiez les populations qui évoluent plus dans un milieu naturel, donc ça peut être dans divers écosystèmes, ou est-ce que vous étudiez les populations expérimentalement, comme des bactéries dans des cultures ou autres? Alors, selon les modèles qu'on étudie, en fait, ces modèles peuvent mieux correspondre à une population qui est dans un milieu naturel ou dans un laboratoire. Ça dépend aussi, en fait, de ce qu'on cherche à faire. Et moi, en fait, je travaille sur des sujets différents et avec des motivations différentes. Mais globalement, moi-même, personnellement, je travaille pas avec des données biologiques.
je travaille avec des biologistes qui eux, travaillent avec des données biologiques, à la fois dans les milieux naturels et aussi dans les laboratoires. Et après, ça dépend de là où ils ont besoin de moi et les questions qu'ils me posent. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu de certains de vos projets de recherche récents ou en cours dans le domaine de la modélisation mathématique pour la biologie, plus particulièrement leurs applications? Oui, alors je peux donner 2 exemples d'axes principaux de mes recherches. Un premier exemple, c'est la modélisation de la reproduction sexuée. Alors dans le passé, j'ai pas mal travaillé sur les populations asexuées et là, depuis récemment, je me suis intéressée à des populations sexuées. Il y a déjà pas mal d'outils mathématiques pour étudier et décrire les populations asexuées. Mais il y en a moins pour les populations sexuées parce que le type d'équations qu'on a pour les populations sexuées sont des natures assez différentes. En fait, on a des équations linéaires, enfin, on a un opérateur linéaire pour une reproduction asexuée, mais on a un opérateur non linéaire quand on a une reproduction sexuée. Et ce qui mène à des complexités et il faudrait inventer de nouveaux outils pour pouvoir étudier ce type d'équation pour que avec l'objectif que ensuite de comprendre et de pouvoir décrire le rôle de ces reproductions sexuées dans l'adaptation des populations. Et sachant que en fait la reproduction sexuée, il n'y a pas une seule manière de la modéliser non plus. Et ça, c'est aussi très riche parce que ça dépend beaucoup, par exemple, de l'architecture. Enfin, quand on s'intéresse, par exemple, à certains traits phénotypiques dans une population, comment les décrire avec un opérateur de reproduction, ça dépend beaucoup en fait de l'architecture génétique qui est sous-jacente à ces traits phénotypiques. Et donc ça mène à une grande famille de modèles mathématiques qui sont nouveaux et qui sont intéressants à étudier. Alors, un deuxième axe de mes recherches, c'est la prise en compte de la stochasticité dans la dynamique des populations. Alors, est-ce que c'est la stochasticité? C'est tout ce qui est aléatoire dans le processus qu'on est en train d'étudier. Et quand on utilise des équations différentielles ou des équations dérivées partielles, il y a une hypothèse cachée dans ces modèles qui est que on est en train de considérer une population infinie, et alors que les populations sont souvent finies. Et donc dans certaines situations, c'est une approximation qui est valide. Donc même si c'est pas exactement une population infinie, mais elle est assez grande pour qu'on puisse utiliser les modèles déterministes pour les décrire. Mais dans certaines situations, il y a des erreurs dues au fait qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait au moins des sous-populations finies dans notre population, ou que bien notre population n'est pas si grande pour qu'on puisse le considérer comme une population infinie. Donc je m'intéresse à certaines questions qui sont liées à ces phénomènes aléatoires, et j'essaie de prendre en compte ces phénomènes aléatoires dans mes modèles, dans mes modèles pour pouvoir ajouter une correction à mes résultats qui prend en compte ces phénomènes-là. Et ça, c'est par exemple très important quand on s'intéresse par exemple à l'émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Parce que là, typiquement, on peut avoir des souches qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître, et c'est important de pouvoir prendre en compte les phénomènes aléatoires dans ces types de problèmes. En tant que femme travaillant dans les sciences, avez-vous rencontré des défis particuliers ou des obstacles dans votre carrière? Et si oui, comment les avez-vous surmontés? Alors, quand on est une femme et on fait de la science, quelques difficultés typiques qu'on peut avoir, c'est que d'une part, on peut facilement se trouver dans des situations où on est en minorité, donc il y a très peu de femmes,
Et il y a aussi des biais dans la société qui peuvent nous faire penser qu'on n'a pas notre place et c'est pas fait pour nous, des choses comme ça. Alors ça, bien sûr, je l'ai vécu aussi. Et en fait, dans mes études, quand j'ai participé aux Olympiades en Iran, en Iran, on prend très au sérieux les Olympiades et on passe 1 an pour préparer les Olympiades internationales. Donc, on a des cours. Donc, on va plus au lycée, on fait ça dans un cours qui est destiné à ça. Et là, c'était en fait cette expérience-là, c'était l'expérience extrême que j'ai eue parce que j'étais la seule fille dans une classe où il y avait 10 garçons et moi. J'étais la seule fille de la classe, mais en plus, tous les professeurs étaient aussi des hommes. Et donc, je pouvais pas être plus minoritaire que ça. Donc, j'ai survécu à ça. Et une fois que j'avais survécu à ça, le reste était facile. Donc, mais bien sûr, en France aussi, après, on peut être dans des... en fait, quand j'étais en licence en mathématiques... en Iran, on était 50% de filles, alors que ça, c'est pas souvent le cas en France. Donc, c'est pas... En France aussi, on peut être facilement en minorité. Donc, ce qui peut être difficile, c'est que voilà, on peut se sentir un peu seul ou on peut se demander si on a notre place ici. Est-ce que c'est fait pour nous? Et une chose qui peut être assez difficile, c'est l'accès aux informations, parce que les garçons peuvent se communiquer plus facilement entre eux, alors que pour les filles, ça peut être plus difficile. Donc oui, c'est pas facile, donc il faut se battre, il faut dépasser sa timidité. Il y a plus de travail pour les femmes que les hommes pour surmonter ces difficultés. Et donc ça et ça existe en fait à la fois bien sûr c'est pas forcément au même niveau, mais ça existe aussi en France et c'est important de le savoir que bien qu'on est quand même en France, un pays où les lois sont là pour nous protéger, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Et après, dans le milieu professionnel aussi, on peut avoir certaines difficultés sur d'autres formes parce que on continue à être en minorité. Donc parfois, on peut se sentir on peut ne pas être prise au sérieux au même titre que les hommes. Et aussi, parfois, on peut avoir tendance de donner certains types de tâches aux femmes plutôt qu'aux hommes. Et donc, il faut continuer à se battre. Il faut apprendre à dire non et il faut continuer à se rappeler que les compétences et les capacités à soi-même et être consciente que voilà, c'est pas un problème qui vient de nous. Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui envisagent de poursuivre des études en mathématiques? Alors, ce que je peux leur conseiller, ce que je peux leur dire, c'est que non seulement vous avez votre place en mathématiques et en sciences, mais qu'en plus on a besoin de vous et que il y a des biais dans la société qui peuvent faire que on peut penser que les mathématiques, les filles sont pas faites pour les mathématiques et que elles ont pas leur place dans la recherche pour les mathématiques, par exemple. Mais en fait, il y a aucune raison pour ça et que il y a eu plein d'études scientifiques qui ont confirmé qu'il y a aucune différence de cerveau entre femmes et hommes et il y a aucune raison pour que les femmes soient moins aptes à faire des mathématiques que les hommes. Mais le fait est que ces biais-là existent et que ça nous influence et que ça peut faire que les filles peuvent, par exemple, sous-estimer leurs compétences et leur capacité à faire des mathématiques. Et c'est pas toujours facile de les surmonter parce que c'est intériorisé. Mais au moins, c'est important d'être consciente que ces biais-là existent et qu'ils peuvent faire que on peut sous-estimer nos compétences et être conscient de ça, ça peut déjà nous permettre de les dépasser. Et êtes-vous impliqué dans des initiatives visant à promouvoir la participation des femmes dans les sciences ?
Alors oui, j'ai par exemple participé à un projet qui s'appelle la science TAIXXL, qui est un projet qui a pour but de promouvoir la participation des femmes en sciences. Donc l'idée c'est de montrer en fait des portraits des femmes scientifiques, déjà pour donner des modèles aux jeunes femmes, pour leur montrer qu'il y a aussi des modèles en sciences. C'est pas ce qu'on a habituellement. Et donc il y a ces portraits-là, et après c'est accompagné par exemple, j'ai été dans des collèges, des lycées pour un peu présenter mon parcours, mon domaine scientifique. Et par ailleurs, j'ai par exemple participé au comité égalité quand j'étais à Toulouse, de l'Institut de mathématiques de Toulouse, qui avait pour but de traiter les problèmes, entre autres liés à la parité dans le laboratoire, par exemple en donnant des conseils dans les procédures de recrutement pour éviter les biais du genre ou autres. Pour conclure, quels sont vos objectifs ou projets futurs dans votre carrière, et y a-t-il des domaines spécifiques que vous espérez explorer davantage à l'avenir? Alors, j'ai parlé de deux axes de recherche. D'une part, la modélisation de la reproduction sexuée et la prise en compte des phénomènes aléatoires. Ce sont des directions de recherche qui sont très riches en fait, et où il y a beaucoup de questions à traiter. Et pour moi, c'est assez nouveau en fait. J'ai commencé assez récemment de m'intéresser à ces questions-là, et je pense que ça va m'occuper pour un certain temps. Et après, il y a d'autres questions, par exemple, en ce moment que j'étudie en lien avec l'épidémiologie, sur la modélisation de l'adaptation des pathogènes au cours d'une épidémie. Et donc, il y a des questions notamment qui ont émergé à la suite de l'épidémie de Covid-19. Donc, on s'est rendu compte que des outils qu'on avait, des outils existants ne permettaient pas de modéliser certains phénomènes. En particulier, il y avait des problèmes d'échelle, de temps. Donc, il y a pas mal de questions intéressantes qui émergent aussi dans cette direction-là. Et donc, je pense que ça va être déjà pas mal de choses à faire sur ces questions-là. Et puis en recherche, en fait, souvent, quand on travaille sur quelque chose, ça nous mène à encore d'autres questions, de nouvelles directions de recherche, que ce soit du point de vue d'outils mathématiques ou des applications. Donc je pense que je vais avoir aussi pas mal de surprises dans l'avenir qui vont orienter ma recherche. En tout cas, merci beaucoup de cette interview que vous avez bien voulu nous accorder. On a beaucoup appris et on espère que vous réussirez beaucoup, et on espère vous revoir aussi. Merci.